Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au début de l'été, en toute fin de session extraordinaire, notre assemblée est donc appelée à débattre en deuxième lecture de la proposition de loi rejetée par l'Assemblée nationale relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle. Au début de l'été, suite à l'adoption d'une motion de rejet par l'Assemblée nationale, voilà que l'avenir de 6 entités constituant le service public audiovisuel français est entre les mains du Sénat par votre seule volonté, madame la ministre. Oui, vous êtes parvenue à imposer votre calendrier personnel. Et voilà que l'avenir de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA se joue au mépris du respect élémentaire dû au Parlement, et notamment au Sénat, où la jeune parlementaire que je suis a pu constater que la rigueur et le sérieux avec lequel nous travaillons constituent normalement une marque de fabrique plus qu'appréciée. Sur la forme, la réalité est là. Par caprice, vous avez décidé de tout faire voler en éclats pour votre bon plaisir et nous voilà dans une situation au-delà du raisonnable, face à des délais raccourcis qui ne nous permettent pas d'envisager un examen serein. Et que dire de l'absence d'un projet de loi qui nous prive d'études d'impact? Ça pose de vraies questions en matière d'élaboration de la loi et de respect du Parlement. Et sur le fond, il y a la proposition de loi soumise à notre examen qui a été adoptée par le Sénat il y a 2 ans. À l'époque, et je parle sous le contrôle de Sylvie Robert, en ayant évidemment une pensée affectueuse pour notre ancien collègue David Assouline, la proposition de loi visait avant tout à faciliter les coordinations entre les différentes entités de l'audiovisuel public. Le texte avait en effet pour objectif, au travers de la création d'une holding non exécutive, de renforcer les synergies et de permettre des rapprochements tout en limitant les impacts financiers dans une situation budgétaire déjà complexe à l'époque, ce que chacun avait en tête. Mes chers collègues, pourquoi les sénatrices et les sénateurs socialistes en responsabilité font-ils le choix d'opposer la question préalable en ouverture à nos débats? Pour la simple et bonne raison, comme nous l'avons dit en commission la semaine dernière, n'en déplaise à nos collègues de la droite sénatoriale, que ce texte a profondément changé de nature. De coordination en rapprochement, voilà qu'il nous est proposé, suite au débat à l'Assemblée nationale il y a de cela 1 an, d'approuver ni plus ni moins qu'une fusion de 4 des 6 entités de l'audiovisuel public. Ainsi donc, la gouvernance du patrimoine commun que représente l'audiovisuel public, auquel les Français demeurent profondément attachés, se trouve être profondément transformée. De fait, la création d'une holding exécutive, cette fois-ci, avec à sa tête des mains uniques et toutes puissantes, entraînera le découpage des différentes entités de l'audiovisuel public. En recevant les conclusions de rapport de l'ancienne directrice de France Inter, Laurence Bloch, il y a quelques semaines, vous disiez, madame la ministre, le trouver inspirant. Une fois de plus, preuve est faite que nous n'avons pas, ici comme ailleurs, les mêmes sources d'inspiration. Mais reprenons dans l'ordre et tentons d'analyser les conséquences du chamboule-tout que vous voulez imposer. Premièrement, pour ce qui concerne la création d'une holding. Elle permettrait d'imprimer une vision stratégique tout en veillant à la complémentarité des offres. Mais enfin, pour qui regarde la télévision ou écoute la radio, il me semble pourtant que tout actuellement garantit la complémentarité. Par ailleurs, des incertitudes, et le mot est faible, demeurent quant au périmètre de la future structure. Le sort de France Médias Monde est bien incertain. La majorité sénatoriale est attachée à son entrée dans la holding, mais on peine à savoir si cette volonté était attachée à une holding de coopération ou à la nouvelle holding exécutive. Personne n'arrive à comprendre ce que vient faire l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, dans cette galère. Où est la cohérence s'agissant d'une société à caractère industriel et commercial qui ne poursuit pas les mêmes missions que les autres entités, puisque ses salariés sont chargés d'œuvrer à la conservation du patrimoine audiovisuel et à la mise en valeur de celui-ci. Si la réforme envisagée a pour but de renforcer l'audiovisuel public, il faut dire que l'objectif est étonnant. En effet, y a-t-il plus puissant que l'audiovisuel français? Pour la bonne information de ceux qui pourraient être plus éloignés de nos débats, je veux livrer quelques chiffres.
France Télévisions et Radio France sont respectivement les premiers groupes de télévision gratuite et de radio français en termes de part d'audience, avec respectivement 29,3 et 29,8% en 2023. À l'échelle internationale, RFI et France 24 représentent de vrais porte-voix de la puissance du réseau audiovisuel, et notamment en Afrique. En matière de radio, la dernière vague d'audience rendue publique par Médiamétrie pour la période avril-juin 2025 confirme la place privilégiée de France Inter avec plus de 7 millions d'auditeurs par jour, et ce pour la 4e année consécutive. Ne cherchez plus, le compte y est, et à contrario, quand on nous parle de synergie et de complémentarité, le rapprochement, j'y reviens, monsieur le rapporteur, d'ici, anciennement France Bleu avec France 3 en 2018, ne brille pas vraiment de mille feux. Et c'est le deuxième point que je souhaite aborder, celui qui concerne la recherche de synergie. Battons en brèche une idée reçue, ces coopérations et autres synergies, elles existent déjà. C'est le cas pour ce qui concerne les achats de contenus, mais c'est également le cas pour ce qui concerne la création de contenus éditoriaux. Et en la matière, je pense par exemple à l'offre éducative de France Télévisions, Lumni. À celles et ceux qui se demandent pourquoi utiliser plusieurs micros, nous répondons que 2 ou 3 micros valent mieux qu'un. Et il y a en effet dans la diversité du paysage actuel la garantie d'une diversité au service du traitement de l'information. Les angles éditoriaux ne sont pas les mêmes entre France 2 et les antennes d'ici. Nous avons pu nous en rendre compte à de nombreuses reprises et je pense à titre personnel, par exemple, à la couverture des procès du viol de Mazan où la complémentarité des regards et du travail journalistique était une vraie avancée démocratique. L'offre est bien complémentaire. Arrêtons d'évoquer des regroupements à tout va. Il ne viendrait à l'idée de personne de regrouper Air France et la SNCF au motif que c'est du transport. La gouvernance est le troisième et dernier point que je souhaite évoquer. Ainsi donc, la concentration du pouvoir exécutif dans les mains d'une seule et unique personne serait un gage, je cite, d'une plus grande efficacité, sans qu'on ait la moindre idée quant au rôle des futurs directeurs généraux. Au-delà, dans le nouveau paysage, les salariés, qui sont pourtant plus de 16 000, ne seront plus représentés que par 2 collègues au sein du conseil d'administration. Drôle d'idée de la représentativité quand on sait par ailleurs que les sujets ne manqueront pas dans un contexte de polyvalence accrue pour les personnels, dégradation des conditions de travail par une harmonisation moins-disante. Alors finalement, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Autant sur le fond que sur la forme, c'est une réforme à marche forcée qu'on tente de nous imposer. Et nous résisterons car ce qui se joue là est essentiel. Il s'agit de lutter contre la remise en cause de l'intégrité et de l'autonomie des différentes maisons de l'audiovisuel public et nous ne pouvons l'accepter. Les sénateurs et sénatrices socialistes refusent ce qui n'est autre qu'une mise au pas de l'audiovisuel public et notre groupe refuse d'ouvrir cette fenêtre qui demain permettrait de faire advenir les conditions d'une future et éventuelle privatisation. Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour garantir les principes démocratiques de l'audiovisuel face à des évolutions politiques qui pourraient advenir. Assurément, nous ne souhaitons pas qu'en France, comme c'est déjà le cas de l'autre côté des Alpes, il soit demain possible de supprimer toute limitation de temps de parole dans les débats électoraux pour un futur gouvernement et que les messages gouvernementaux puissent être diffusés sans médiation journalistique. Le modèle de Mme Meloni n'est définitivement pas le nôtre. Notre modèle, c'est celui dans lequel 66% des Français interrogés déclarent faire confiance aux médias publics, alors que les fausses informations pullulent. Cette confiance, elle est nécessaire. Elle est rendue possible grâce au professionnalisme des journalistes et à leur capacité d'innovation. Les journalistes sont le pilier au service d'une information de qualité, sourcée, riche de la confrontation des idées, émergeant dans un écosystème capable de garantir le respect du pluralisme. C'est cela qui permet de créer un lien de confiance. Or, force est de constater que les fondements de l'audiovisuel public comme service public de confiance, diffuseur d'informations, de divertissement, de création à l'unité des aspirations de la société sont plus que jamais menacés. Au moment de conclure mon propos, je ne peux m'empêcher de penser au long film du parcours parlementaire de cette proposition de loi, et pour le coup un mauvais film. Il suscite en moi un réel sentiment d'incompréhension. 5 de vos prédécesseurs, Madame la Ministre, dans une expression pour le moins inhabituelle, qualifient ce débat d'inopérant synonyme de perte de temps.
Dans le même mouvement, là encore, ce n'est pas toujours le cas, toutes les organisations syndicales pointent un contresens historique. On a rarement raison seul, même lorsqu'on est ministre. Alors, sans aucun doute, dans la réponse à cette question « Pourquoi tant de haine et de défiance de la part du gouvernement ?» réside finalement une motivation suffisante et impérieuse à voter avec nous. Mon rappel au règlement est bien entendu aussi sur l'article 51 et en particulier sur l'alinéa 4. Cet alinéa 4 précise que le vote pour lequel le quorum a été demandé peut avoir lieu 1 heure après. Mais il ne dit rien des votes suivants. Et notre collègue Roger Karoutchi a fait un véritable effort pédagogique. Mais si j'ai bien compris, ce que vous nous expliquez, c'est qu'en fait, c'est le droit coutumier. C'est-à-dire que c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat qu'on a l'habitude de faire comme ça. En ce qui nous concerne, nous parlementaires, nous avons beaucoup de respect pour le droit coutumier, mais nous sommes attachés à des règles plus formelles. Et nous cherchons dans le règlement aujourd'hui tel qu'il est rédigé, sur quelle base légale doit être prise votre référence au fait que pas plus de 24 heures. Vous l'aurez compris, ça n'est pas un texte anecdotique. Nous sommes en train de réformer, peut-être, profondément l'audiovisuel public. Ce qui est sûr, c'est que nous devons à l'ensemble des Français, qui sont finalement les propriétaires et les décisionnaires en la matière, nous devons aux 16 000 salariés d'avoir un débat qui soit un débat correct, étayé, serein. Quelle était l'urgence d'introduire entre une inscription le mardi soir à 19 h, une réunion de commission le lendemain avec des amendements arrivés dans la nuit dont on nous a dit qu'ils n'étaient que de coordination pour faire face à l'obsolescence d'un certain nombre d'articles? L'obsolescence, c'est la holding exécutive. L'obsolescence, c'est l'arrivée la semaine d'après de la création de filiales dont nous ignorons tout. Nous avons besoin de temps pour travailler. Et cher monsieur Karoutchi, loin de moi, loin de nous, l'idée de contester ce que vous nous dites sur une décision du bureau de 2006. Moi, je vous fais confiance. Mais nous demandons juste une seule chose, c'est avoir cette décision de bureau. Moi, quand je regarde sur l'ensemble du site du Sénat, et comme on a eu 1 heure pour le faire, on l'a fait, nous ne trouvons rien. Et donc, Monsieur le Président, vous êtes dans votre rôle, mais nous vous demandons, comme parlementaires, pour pouvoir travailler normalement et dans le respect de la transparence, de pouvoir avoir accès à cette décision du bureau de 2006. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais m'inscrire dans ce débat sur le règlement, sur un point très précis. Le règlement du Sénat, premier point, c'est le document qu'on nous remet quand nous sommes nouveaux sénateurs. C'est le seul document réglementaire sur l'action, sur la manière de faire les travaux au Sénat. C'est le seul document que nous avons. Premier sujet, s'il y a d'autres textes qui s'imposent aux sénateurs, pourquoi ne sont-ils pas joints au règlement du Sénat? Premier point, parce que ça nous éclairerait sur la manière de mener les débats dans cette Assemblée. Aux deuxième question, et je la pose à M. Karoutchi parce qu'il a la connaissance ancienne de tout cela, pourquoi, alors que l'on a revu à plusieurs reprises le règlement du Sénat, pourquoi ce point n'a-t-il pas été intégré au règlement du Sénat? Il y a une raison à ça. Il y a une raison qui est très logique. C'est que lorsqu'on dit qu'on fait un rappel sur la question du quorum, c'est pour dire, en gros, on suspend 1 heure et on permet aux sénateurs qui ne sont pas loin de venir en séance établir le quorum. Mais c'est ça l'objet. C'est le bon sens. Vous savez, à l'Assemblée nationale, on dit qu'on essaie de vider la buvette. Ce n'est pas le cas ici. Mais voilà, de faire revenir en séance pour avoir ce quorum. Et donc, pourquoi ce n'est pas introduit dans le règlement de manière officielle? Parce qu'évidemment, c'est très compliqué d'expliquer que pour un vote, on va dire on reporte d'1 heure et après ça s'applique. Et par contre, pour les votes suivants, ça ne s'applique plus. Eh bien non, il faut avoir le quorum tout le temps. C'est le texte de Madame Dati. Donc, exit la PPL Lafont, pardonnez-moi de le dire comme ça, et bienvenue au texte de Madame Dati.
Donc ça, déjà, sur la forme, peu de temps, peu d'examen du texte, parce que nous avons eu, et le président Lafont le dira, un tableau qui ne nous a pas permis d'aller au fond de l'examen des 350 amendements que nous avions pour la séance. Et puis, je voudrais dire sur le fond, puisque nous allons effectivement examiner des amendements. Moi, je voudrais qu'on arrête ce procès en immobilisme. Je voudrais qu'on arrête des qualificatifs de « vous avez eu une intervention tout en finesse ». Je voudrais que vous nous donniez des arguments, et ça va être le débat que nous allons avoir pendant cette session. Parce que ces arguments, aujourd'hui, ils sont un peu courts. Et ce n'est pas un procès en immobilisme, et je le condamne. Nous ne voulons pas de régression. Régression sur les questions de service public, de pluralisme, sur les questions de moyens. Parce qu'avoir un texte aussi important, et je terminerai là, sur l'audiovisuel public de notre pays, sans étude d'impact, au moment où notre pays cherche des économies et qu'on ne sait pas combien va coûter cette holding, c'est prendre, pardonnez-moi, les parlementaires que nous sommes pour des personnes qui ne sont pas suffisamment sérieuses. Et au Sénat, ce n'est pas la coutume. Implicitement, vous nous avez dit qu'il y aurait une espèce de hiérarchie des normes internes au Sénat qui serait, si je vous suis bien, celle-ci, le règlement du Sénat, et je peux le comprendre, j'y reviendrai, ensuite l'IGB, et enfin les décisions du bureau. Selon quelle modalité? Qui constate cette hiérarchie des normes internes? Pourquoi, quand certaines mesures ne sont pas prises dans le règlement, il faut s'appuyer sur les décisions du bureau? Parce que ça pose un problème fondamental, Monsieur Karoutchi, c'est que n'est validé par le Conseil constitutionnel que le règlement du bureau sur lequel nous votons collectivement. Or là, je vous le dis, nous nous servons de cette décision qui a à peu près 20 ans comme d'une béquille juridique, mais cette béquille juridique, elle est plus que friable dans la mesure où, encore une fois, depuis, un certain nombre de décisions du bureau sont revenues sur des décisions qui avaient été prises préalablement et que celle-ci, peut-être, n'a pas, de manière fortuite, été réexplicitée, mais on ne peut pas se fonder sur celle-ci qui validait une version antérieure du règlement. Et c'est ce que nous contestons, parce que, d'une certaine façon, c'est l'ensemble de l'édifice juridique sur lequel on s'appuie dans le cadre de nos délibérations qui pose problème. Vous pouvez prendre la chose à la légère, c'est votre droit. Néanmoins, encore une fois, la hiérarchie que vous avez donnée, nous la contestons parce que nous ne pouvons pas la vérifier juridiquement et c'est ce qui donne une fragilité à l'ensemble de nos débats. C'est pour ça que nous demandons, Monsieur le Président, que soit éclaircie spécifiquement cette mesure parce qu'elle pose réellement problème. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, renforcement des moyens de l'audiovisuel public, aggiornamento de son modèle économique, place de l'audiovisuel public dans la lutte contre la désinformation et les ingérences étrangères, fléau informationnel du XXIe siècle, sujet fondamental de la distribution et de la diffusion à l'ère des plateformes, comme en témoigne le récent accord entre France TV et Prime Video, révolution du podcast, nouveaux usages de la radio, rôle moteur de l'audiovisuel public en matière de pluralisme dans une société chaque jour plus polarisée, mission de service public toujours plus indispensable dans un paysage médiatique en pleine mutation, autant de questions cruciales, mais que cette réforme élude totalement, alors qu'elles sont au cœur de toute ambition pour l'audiovisuel public. À l'inverse, nous nous retrouvons à nous focaliser sur une discussion d'abord organisationnelle, à savoir sa gouvernance. Est-ce à dire qu'il ne faut pas en débattre? Certainement pas. Est-ce à dire que la gouvernance doit être le prérequis et les prémices de toute réflexion collective sur l'audiovisuel public? Certainement pas. Le statu quo n'est plus possible. Voici le nouveau slogan martelé par les partisans de ce texte, qui a pris le relais du fameux BBC à la française. Mais personne sur ces bancs ne prône l'immobilisme, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, ne confondez pas tout. Refuser cette réforme, c'est refuser un recul maquillé en modernisation. Ainsi, notre opposition à cette PPL tient au décalage entre ce qu'elle prétend être et ce qu'elle induira. En l'occurrence, un affaiblissement durable de l'audiovisuel public. Pour commencer, je m'attarderai assez peu sur la méthode que j'ai dénoncée maintes fois. Réformer la gouvernance ne peut passer sans véritable concertation avec les professionnels et sans étude d'impact. C'est une condition sine qua non pour rendre tout projet de transformation acceptable.
Or, l'étude d'impact transmise par l'exécutif n'en est pas une. Au mieux se révèle-t-elle un vaste exposé des motifs. Mais en tout cas, ce document finit par perdre toute crédibilité quand il est affirmé de manière péremptoire que créer une holding, mes chers collègues, ne coûtera rien. Point majeur qui d'ailleurs a été démenti, y compris dans le rapport pourtant pro-domo de Laurence Bloch. Ensuite, sur le fond, cette holding exécutive est un cheval de Troie. Elle est l'étape intermédiaire vers la fusion de l'audiovisuel public, objectif avoué à demi-mot. Souvenez-vous qu'à l'Assemblée nationale, le gouvernement avait enfin abattu ses cartes avant de rétropédaler, faute de majorité. Par-delà le contenu de cette PPL, avec lequel nous sommes en profond désaccord, c'est donc le mouvement qu'elle initie qui est particulièrement dangereux. Sous l'argument spécieux « en se rassemblant, vous serez plus fort », se cache une double fragilisation de l'audiovisuel public, sur le volet budgétaire d'une part et sur le volet indépendance d'autre part. Sur le premier, qui peut croire sérieusement, dans le contexte actuel, que la holding ne coûtera rien? La holding exécutive n'est-elle pas le meilleur moyen de réduire le budget alloué à l'audiovisuel public et de réduire ses effectifs? Ici, il faut souligner que depuis 2017, l'audiovisuel public a perdu 776 millions d'euros en valeur réelle. Et en 2025, c'est 80 millions de crédits qui ont été annulés en cours d'exercice. Alors les mêmes qui défendent bec et ongle la réforme de la gouvernance au nom de sa modernisation sont les mêmes qui la condamnent dans les actes en amputant constamment son budget. Où est la cohérence? Comment avoir confiance dans un gouvernement et une majorité sénatoriale qui vont à l'encontre des intérêts de l'audiovisuel public? L'horizon est d'autant plus sombre qu'aucune éclaircie n'est à attendre en 2026, dans la mesure où Bercy a d'ores et déjà ciblé cet audiovisuel public. Dans un contexte où les finances publiques sont particulièrement dégradées, transformer la gouvernance revient gravement à l'affaiblir. C'est offrir sur un plateau, tout à fait, l'instrument parfait pour réaliser des économies. Par ailleurs, cette réforme porte un risque évident en matière d'indépendance, de pluralisme, enjeu essentiel qui figure à l'article 5 du règlement sur la liberté des médias. Si en l'état les apparences sont sauves d'un point de vue juridique, notamment en ce qui concerne la procédure, la nomination du PDG, aucun garde-fou robuste ne prévient l'éventuelle proximité entre l'exécutif et le ou la future PDG. Pire, le rapport de Laurence Bloch, qui préfigure concrètement cette gouvernance, va plus loin. Elle évoque même un unique directeur de l'information. Une telle évolution, qui n'est rien d'autre qu'un verrouillage de l'information, est une ligne rouge pour notre groupe. À l'international, nous ne pouvons pas critiquer et pointer du doigt les États qui mettent la main sur l'audiovisuel public et en même temps, à l'échelle nationale, établir une gouvernance qui vous ouvre la voie à cette mainmise. C'est une incohérence totale. Alors, ces deux raisons principales, budgétaires et principielles, n'épuisent pas les motifs de notre rejet de cette PPL. L'audiovisuel public me semble être devenu prisonnier d'une triple coalition qui lui est pernicieuse. Il y a celles et ceux qui, dans une logique ultra-libérale, s'attaquent au service public de l'audiovisuel, comme à l'ensemble des services publics au demeurant. Il y a celles et ceux qui veulent en profiter pour faire je le dis, je l'ai entendu en commission, le procès de l'audiovisuel public, formulation que nous avons entendue. Et enfin, il y a celles et ceux qui, au nom d'un agenda personnel, veulent coûte à coûte un texte, indépendamment de son contenu. Alors pour terminer, je dirais simplement que le meilleur indicateur de la direction vers laquelle tend cette PPL est d'observer ses soutiens. Quand le Rassemblement national, qui veut privatiser l'audiovisuel public, se montre favorable à l'adoption rapide de ce texte, tout devient limpide. En fait, mes chers collègues, c'est une bataille culturelle qui se joue ici, dans cet hémicycle. Et le voter, ce sera simplement faire le jeu de ceux qui veulent détruire notre audiovisuel public.